Aujourd'hui, j'aimerais te présenter des pépites, des mangas qui sont vraiment pas trop connus du grand public, mais qui pourtant sont vraiment des valeurs sûres, et surtout des mangas qui risquent de te sortir de ta zone de confort si tu lis des mangas plutôt classiques, style shonen, assez régulièrement. Donc là, tu l'auras compris, il y aura 7 mangas dans cette vidéo, manga entre guillemets parce que forcément il n'y aura pas que du manga, tu verras, je te laisse quelques surprises, et je te garantis qu'à la fin de la vidéo, tu auras forcément envie de commencer certaines séries que je vais te présenter aujourd'hui. Et on va commencer par Cocon. Cocon qui est un one-shot de Machiko Kiyo qui, je vous le dis, est une mangaka à surveiller. Parce que Machiko Kiyo, elle n'a pas forcément le dessin le plus juste et le plus acéré du game, mais au niveau du scénario et de la façon de raconter son histoire, on est sur quelque chose de très émouvant. Et avec Cocon, on est plongé dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais au lieu de voir comme d'habitude des soldats qui sont en train de faire la guerre, des enjeux politiques, là on va plutôt voir ces filles de l'ombre, les filles qui servaient pour soigner les soldats, et donc là on va suivre justement un groupe de petites filles qui vont être un groupe de jeunes filles qui vont être dans une grotte et qui vont servir d'aide soignante pour les soldats qui sur le front se font vraiment allumer, et en fait on va les voir elles sont vraiment à la merci de plein de problèmes de l'époque, que ce soit du côté des Américains mais aussi du côté des Japonais. Et en fait c'est vraiment ces femmes de l'ombre qui à l'époque étaient vachement utiles mais qui sont parfois peut-être un peu trop oubliées. Et avec Cocon justement, c'est un peu un récit pour mettre en lumière ces femmes qui à l'époque en bavaient pas mal. Et justement avec Cocon, Machiko Kiyo met en avant ces femmes là, et je dois dire que c'est un récit qui est assez poignant, assez prenant, et malgré le fait que le dessin, moi je suis vraiment pas trop fan, je dois dire, mais c'est quand même assez poétique et ça permet aussi de raconter des choses très crues avec un dessin plutôt léger et donc moins sérieux je trouve. Et vraiment j'ai hâte de voir ce qu'elle peut proposer, parce que là c'est un one shot et j'ai vraiment envie de voir comment elle va évoluer, donc je suivrai sa carrière de mangaka de près parce que je pense que cette femme va faire de grandes choses. Ensuite j'aimerais parler de Space Brothers. J'ai commencé enfin ce manga incroyable qui est Space Brothers, qui est pour l'instant en 43 tomes. J'ai lu les 20 premiers tomes, je me suis arrêté parce que 20 tomes de Space Brothers c'est assez long à lire. Je dois dire qu'un tome se lit en à peu près 1 heure. Donc voilà, faut quand même y aller pour enchaîner les tomes, mais à part le temps de lecture, en fait, Space Brothers, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de deux frères. Deux frères qui veulent devenir astronautes, c'est leur rêve suprême. Et en fait, quand on commence le manga, on va voir qu'il y en a un qui a été accepté, qui va devenir astronaute, qui est le plus jeune des frères. Mais malheureusement, le grand frère, lui, il est loin de devenir astronaute. Il vient de se faire virer de son entreprise parce qu'il a donné un coup de tête à son employeur, donc forcément ça la fout mal. Mais pour autant, il a des aptitudes vraiment très élevées, notamment en mécanique et en ingénierie, donc probablement que sa carrière est quand même destinée à évoluer et peut-être qu'il deviendra astronaute. Moi ce que j'ai adoré dans Space Brothers, c'est vraiment la justesse qu'il y a dans les rapports entre les personnages, la justesse qu'il y a dans l'évolution des personnages. C'est quelque chose que j'ai vraiment adoré parce qu'il n'y a pas que ces deux frères, l'histoire va tourner autour d'eux, oui, mais ils vont être rejoints par beaucoup de personnages. Chaque personnage a son utilité, chaque personnage va être vraiment bien développé avec justesse. Puis même si on va pas voir beaucoup d'espace, en tout cas dans ces 20 premiers tomes, on n'est pas souvent dans l'espace, mais même malgré ça, on va avoir quand même des phases d'action au niveau de l'entraînement, au niveau des enjeux. Voilà, il y a des tests, des choses comme ça, donc il y a quand même de l'enjeu, parce que ça aurait pu être un défaut justement de pas avoir beaucoup d'espace dans un manga qui parle d'espace justement, mais voilà, justement avec ces tests, ces enjeux, tout ça, on est vraiment il y a de l'action, c'est intéressant. Puis finalement je trouve beaucoup mon compte dans les dialogues entre les personnages. En fait tu t'attaches vraiment beaucoup, que ça soit Ibito ou même son frère, vraiment on est vraiment attaché à ces personnages. Moi je les adore et j'ai vraiment envie de les voir évoluer. Et en fait il y aura des péripéties, il y aura des bâtons dans les roues, et tout va pas se passer comme prévu. À chaque fois il y a des choses qui font que on se rapproche du but, du Saint Graal, puis ah non, parce que à cause de ça, c'est vraiment un manga avec plein de rebondissements, ce qui fait que j'ai vraiment envie de vous le partager aujourd'hui. J'ai vraiment envie que vous commencez Space Brothers. J'ai commencé en numérique parce que une série de 43 tomes, ça fait quand même beaucoup de tomes à acheter et j'ai pas beaucoup de place. Mais vraiment Space Brothers, allez-y.
Vu qu'on est dans l'espace, j'aimerais vous parler de Frontières, qui, tu l'auras compris, n'est pas un manga, qui est, c'est une bande dessinée de Singelin, qui est l'auteur et le dessinateur de Frontières. Et comment vous dire que Frontières est un véritable coup de cœur que j'ai eu l'année dernière. C'est une bande dessinée qui est vraiment passionnante autour de la science-fiction, encore une fois. Là, on est dans un univers vraiment futuriste, avec l'humain qui a déjà colonisé quelques planètes. Et avec Frontières, on va suivre le destin de 3 personnages, un ouvrier, une ingénieure et une ex-mercenaire, dans un univers gangréné par une méga corpo qui veut vraiment faire le plus de profit possible. Voilà, donc on a toujours un peu cet archétype de méga corpo dans les romans et les BD de science-fiction, donc là ça revient avec ça. Là où c'est original, c'est qu'on va suivre cette ingénieure qui, elle, veut faire avancer les choses dans le bon sens, mais qui malheureusement travaille pour cette méga corpo qui voit en elle une personne qui va mettre des bâtons dans les roues et qui va pas faire avancer les affaires. Donc même si elle est super forte, ils vont la relayer dans quelque chose d'un travail vraiment peu passionnant, et c'est là où elle va croiser la route d'un certain ouvrier et leur rencontre va faire des étincelles. Ils vont commettre une petite infraction au sein de leur vaisseau spatial et ils vont devoir s'échapper, et c'est là qu'ils rencontreront plus tard l'ex-mercenaire. Et donc on est dans un véritable voyage avec ces destins croisés. C'est un très très beau récit avec, je dois le dire, des dessins que j'adore. Moi, le style de Singelin, je pense qu'on l'aime ou on l'aime pas, parce que voilà, c'est des personnages assez rondouillés, mais je dois dire que dans les détails, vraiment, vous regardez des planches de Frontières, c'est détaillé mais comme pas permis, et donc vraiment moi j'adore son style. En plus à la fin on voit toute l'évolution justement de ce style, parce qu'il y a eu plusieurs explorations sur comment il allait dessiner la bande dessinée, donc c'est vraiment beau. Au niveau des couleurs, c'est vraiment aussi c'est exceptionnel, et pour tous ceux qui sont amoureux de la science-fiction, Frontières c'est vraiment un incontournable. En plus ça coûte que 22 €, franchement allez-y, foncez. Allez, maintenant j'aimerais vous parler de The Fable, aussi un manga que je vous présente régulièrement sur la chaîne, mais j'aimerais renfoncer le clou parce que là j'ai lu les 18 tomes disponibles maintenant en France, et vraiment je me suis lu 9 tomes d'affilée là dernièrement, et ça m'a rappelé à quel point The Fable j'aimais énormément ça. Ça parle d'un tueur professionnel qui est tellement fort que il faut qu'il se calme un petit peu, parce que voilà, il commence à faire un peu trop parler de lui, donc son boss le met en pause pendant un petit temps, et en fait nous on va le suivre au moment de cette pause là, et donc on va suivre la vie quotidienne d'un ancien tueur qui est vraiment ultra fort dans ce qu'il fait, dans une vie plutôt banale, et donc on va voir que forcément il y a des choses qui sont pas forcément compatibles, même au niveau du relationnel avec les gens. C'est cette particularité qui va vraiment faire de The Fable, qui est un manga vraiment unique dans son personnage en fait, qui est vraiment pas comme tout le monde, qui a beau être fort pour tuer des gens, mais pour des choses aussi simples de la vie, il y aura des dissonances, des choses vraiment peu habituelles. Par exemple, c'est quelqu'un qui n'a jamais fêté Noël, c'est quelqu'un qui connaît pas vraiment les us et coutumes des Japonais, que ça soit pour la Saint-Valentin, des choses comme ça, donc ça va donner lieu à vraiment plein de situations très drôles, mais malgré le fait que ça soit un tueur à la retraite entre guillemets en tout cas, ou en vacances, en congé sabbatique comme tu veux, malheureusement il va y avoir aussi son passé qui va revenir, notamment avec des personnages qui veulent le tuer, des choses comme ça, donc il y a beaucoup d'enjeux aussi très sérieux où il va être menacé, mais en fait comme The Fable, c'est The Fable, il est beaucoup trop fort, à chaque fois il va réussir à se dépêtrer, et c'est trop passionnant, vraiment. En 18 tomes pour l'instant en France, je crois que la première partie va se finir bientôt, il y a une deuxième partie aussi qui est apparemment vraiment bien aussi. Voilà, The Fable, le seul défaut c'est que on n'est pas encore la suite, j'ai vraiment envie de lire la suite. Vraiment The Fable c'est un incontournable pour moi, selon moi, si vous voulez lire quelque chose de différent. Maintenant j'aimerais vous parler d'un coup de cœur que j'ai eu récemment en lisant Ping Pong. C'est mon premier Taiyo Tatsumoto, voilà, un mangaka de renom, un mangaka vraiment reconnu par beaucoup de gens, mais qui reste encore assez niché je trouve. On verra pourquoi peut-être après, mais vraiment quand j'ai découvert Ping Pong, ça a été ma porte d'entrée avec ce mangaka, et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Alors le style graphique, voilà, c'est peut-être ce qui va poser le plus de problèmes à certaines personnes quand tu ouvres un livre de Taiyo Matsumoto, mais honnêtement pour moi c'est l'un des meilleurs dessinateurs que j'ai été amené à lire. Son trait est vraiment unique et exceptionnel selon moi. Vraiment il n'y a pas un mangaka qui ressemble à ça, c'est vraiment original et j'adore ça, et c'est d'une poésie, d'un charme vraiment agréable. Et donc dans Ping Pong, tu t'en doutes, on va parler de Ping Pong, mais on va parler aussi de destin de 2 jeunes qui vont évoluer dans ce milieu vraiment concurrentiel, vraiment malsain du sport de haut niveau, et on va voir plein de dérives qui peuvent être liées justement à cet univers. On va voir des entraîneurs qui sont intransigeants, des entraîneurs vraiment malsains, méchants. On va voir aussi ce que la concurrence entre élèves peut amener. On va parler aussi de talent inné, voilà, parce qu'il y aura des joueurs qui vont avoir un talent, qui vont être plus forts que d'autres,
qui n'ont pas de talent, et donc on va avoir un peu cette injustice qui a vraiment lieu dans le sport en fait, parce que des fois t'as beau travailler plus que les autres, des fois il manque ce petite chose, cette chose en toi, que d'autres vont avoir sans travailler forcément autant que toi. Et donc on va suivre ces jeunes en compétition, mais aussi hors compétition, leurs enjeux, leurs questionnements, leur remise en question. Et avec Ping Pong, on va te prendre de court parce que évidemment les choses vont pas se passer comme tu l'entends. On va avoir quelques tournois aussi qui vont se passer avec des rebondissements. Et les matchs de Ping Pong sont tout simplement passionnants à suivre. C'est là où justement le trait de l'auteur, pour moi, est vraiment à son prime. Tu vois le geste des personnages, tu comprends tout, tu comprends toute l'intensité, que ce soit dans les déplacements, les traits qui changent à ce moment-là. C'est là où moi j'ai trouvé que c'était un de mes dessinateurs favoris parce que tout simplement, tu ressens l'intensité de l'action alors que c'est un match de ping-pong, c'est ça qui est fou. C'est vraiment, le ping-pong pour moi ça me passionne pas tant que ça, mais quand tu suis un match, surtout les matchs des derniers tomes, c'est vraiment fou. C'est un trait qui a très peu de nuances de gris, c'est vraiment noir, blanc, et il arrive à transmettre vraiment énormément d'énergie et d'émotion. Ouais, Ping Pong c'est un véritable coup de cœur, et vraiment personnellement j'ai envie de découvrir d'autres mangas de l'auteur, notamment Amer Béton. Et aussi il y a le prochain manga de l'auteur, Tokyo ces jours-ci, qui va je crois parler plus de mangaka. En ayant lu Ping Pong, j'ai vraiment hâte de voir ce que Matsumoto peut faire en parlant de mangaka. Je pense qu'on va être vraiment étonné, donc j'ai hâte de lire ce manga aussi. Mais Ping Pong reste une valeur sûre, vraiment ne vous laissez pas distraire par les dessins. Peut-être au début ça peut être un peu déroutant, c'est un trait assez assuré, assez voilà, un peu avec des vagues, c'est perturbant, mais à la fin c'est vraiment des traits de fou. Et ouais, non, vraiment Ping Pong exceptionnel, lisez-le. Maintenant, autre coup de cœur que j'ai lu récemment, Demain les oiseaux de Osamu Tezuka, qui est aussi un one-shot incroyable. Osamu Tezuka, c'est pas un mangaka que je lis régulièrement, enfin que j'ai lu beaucoup. Pour être honnête, avant de lire Demain les oiseaux, j'avais juste lu Dororo, et donc voilà, j'avais apprécié, mais sans plus. J'aimais bien le style de l'auteur, la façon de raconter son histoire, mais c'était pas un véritable coup de cœur. Alors que en lisant Demain les oiseaux, j'ai vraiment adoré. On va être dans un univers où les oiseaux vont se rebeller. Les oiseaux vont consommer une certaine substance qui va faire qu'ils vont évoluer, ils vont devenir plus intelligents qu'ils sont actuellement, et ils vont même devenir tellement intelligents qu'ils vont surpasser la race humaine et vont devenir vraiment l'espèce dominante de notre planète. Ce que j'aime bien, c'est que la façon dont c'est expliqué, la façon dont c'est amené est logique. Il y a quelque chose qui va être dissimulé par-ci par-là avec certains chapitres où on va comprendre pourquoi les oiseaux vont devenir comme ça va être justifié, et ça j'aime beaucoup. Je vous laisse la surprise du pourquoi du comment évidemment, parce que c'est un one shot, ce serait dommage de gâcher la surprise. Et en fait c'est assez particulier parce qu'on va pas suivre vraiment une histoire tout au long de ce one shot, on va suivre plusieurs moments de l'évolution, on va suivre plusieurs types d'oiseaux et plusieurs histoires. Il y aura les premiers oiseaux qui vont se rebeller et qui vont tuer les humains, il y a les premiers oiseaux qui vont devenir intelligents, construire une société. Et ce qui est drôle, c'est qu'on va voir que ça va devenir l'espèce dominante, mais ils vont vachement s'inspirer des humains, de comment ils fonctionnaient avant pour bâtir leur société, et donc ça vient avec tous les problèmes. On va voir les oiseaux qui veulent devenir plus dominants que les autres, des différences entre les oiseaux carnivores, végétariens, au niveau vraiment de la façon dont ils veulent dominer les choses, dominer les gens, dominer leur peuple. Il va y avoir aussi toute cette problématique de cohabitation, comment les oiseaux vont cohabiter avec les humains, et on va voir qu'ils vont vraiment nous maltraiter, nous mettre en cage, nous élever, et on va vraiment avoir ce rapport inversé de hommes qui dominent les animaux et animaux qui dominent l'homme. Et là où je trouve que pour moi, ça s'approche d'un chef-d'œuvre, c'est sur la conclusion, c'est sur la finalité, c'est sur la morale de cette histoire qui est amenée à la fin. Et vraiment je dois dire que ce dernier chapitre, alors j'ai aimé toute ma lecture, mais je dois dire que voilà, quand je l'ai lu ce dernier chapitre, même si j'ai aimé tout l'ensemble de l'œuvre, mais vraiment au dernier chapitre, quand tu lis, tu dis, t'es là en mode ok, je comprends où l'auteur veut nous amener, où l'auteur veut nous moraliser, tu comprends vraiment toute la morale du récit, et vraiment je vous gâche pas cette surprise qui est vraiment extraordinaire, parce que finalement tu finis sur une note excellente, et tu refermes ce bouquin, et c'est un bouquin qui fait réfléchir, c'est un bouquin qui ramène à la réflexion, et c'est pour ça que je vous conseille forcément de lire et de découvrir Demain les oiseaux de Osamu Tezuka. Alors oui, c'est pas les livres les moins chers du marché, mais je pense que sur Manga.io, le lien est en description si tu veux découvrir l'œuvre, il y a un lien de parrainage, mais sur Manga.io, il y a plusieurs Osamu Tezuka, donc voilà, tu prends un abonnement, tu dis pendant un mois je lis que du Osamu Tezuka, et au moins t'en auras eu pour ton argent, parce que Demain les oiseaux, ça vaut beaucoup de choses pour moi. C'est vraiment le manga qui me remet dans du Osamu Tezuka et qui me redonne envie de lire du Osamu Tezuka.
Tezuka. C'était ma liste d'incontournables, ma liste de pépites peu connues que voilà, j'avais envie de vous faire découvrir. Évidemment, il y a bien d'autres mangas qui sont tout aussi bien que les mangas que je t'ai présentés, mais voilà, c'est ma vidéo. Par contre, tu peux les mettre en commentaire. Toi, s'il y a des mangas tu penses qui sont vraiment pépites, peu connus, que peu de gens en parlent, qui pourtant sont des monuments, bah, n'hésite pas à les mettre en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. C'était un viewer. Ciao.